On et y on va alors? On est parti? on est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est pas un exercice facile pour moi de pas avoir d'interaction avec les différentes personnes là, autour de l'écran. Euh, on va essayer de faire ça pour le mieux. Donc, l'idée, c'est de passer un agréable moment autour de l'arbre et apporter une réflexion sur les essences d'arbres à planter pour demain. Alors, déjà, je voulais remercier Charlotte et toute l'équipe, enfin, la TVB pour l'invitation. Je me présente en 2 minutes, en 30 secondes, rapidement. Donc, moi, je suis Michael Gézégou. J'ai 30 années d'expérience autour de l'arbre. J'ai travaillé dans différentes structures, à l'Office national des forêts, au Conseil départemental des Côtes d'Armor. J'ai rencontré plusieurs personnes, j'imagine, à ce titre-là. J'ai animé des programmes Braise Bocage. Euh, j'ai travaillé dans les forêts à nouveau, puis également autour de l'arbre d'ornement. Maintenant, je suis à temps partiel à la métropole de Brest et je suis indépendant sur un autre temps autour de l'expertise d'arbres, du conseil et de la formation. Voilà. Et parallèlement, j'ai un intérêt pour les arbres anciens, les arbres remarquables. Et j'ai eu la chance d'être la plume de plusieurs livres sur le sujet, sur les arbres remarquables de Bretagne. On aura sorti le 28 juin prochain, on sort le dernier tome qui sera consacré aux arbres remarquables du Morbihan. Et auparavant, il y a eu différents autres tomes sur les autres départements bretons. Voilà. Euh, Moi, j'ai particulièrement deux intérêts autour de l'arbre. Le premier, c'est que les arbres sont présents sur Terre depuis près de 380 millions d'années, contre 2 millions d'années contre notre condition humaine. Et c'est le fonctionnement de l'arbre ce que Francis Allais, je ne sais pas si vous connaissez, qu'un grand botaniste appelle l'altérité de l'arbre, c'est-à-dire le mode de fonctionnement résolument différent de nous qui moi, m'intéresse vraiment. Et notamment à travers les vieux arbres de Bretagne, ce mode de fonctionnement, cette résilience des arbres, on en parlera tout à l'heure, m'intéresse particulièrement. Et l'autre point qui m'intéresse, c'est le lien étroit que l'on tisse ou que l'on a tissé avec les arbres. En témoignent ces peintures rupestres, donc certaines datent de 12 000 ans avant Jésus-Christ, ou un détail du rétable de Saint-Égonnec dans le Finistère, où on voit l'arbre de la tentation. Nous avons tissé un lien étroit avec l'arbre, et ce lien m'intéresse particulièrement. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire pour revenir au sujet. J'ai participé il y a à peu près 4 ans à une réunion à la DRAF, Direction régionale de la culture et de la forêt. C'était une étude que le CRPF et la DRAF avaient commandée par Météo France sur l'évolution climatique, donc entre 1959 et 2018. Et donc, je suis rentré plutôt enthousiaste à cette réunion et je suis ressorti là avec beaucoup plus d'interrogations que j'ai eu de réponses. On sait que le climat, là, au cours des 60 dernières années, le climat a évolué. La température moyenne a augmenté environ 1 degré à l'échelle de la Bretagne, un peu moins à l'ouest et un peu plus à l'est de la Bretagne. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas changé. Par exemple, la pluviométrie a légèrement augmenté. Le nombre de jours de gelée au printemps a à peine baissé. Et donc, on s'interroge un petit peu sur l'évolution climatique. Ça a amené plus de questions que l'on avait de réponses. J'en suis sorti de là avec deux constats. Le premier constat, c'est que je suis certain que l'arbre, dans les décennies à venir, va devenir de plus en plus vital. Face au changement climatique, il va falloir développer de nouvelles alliances avec l'arbre, en lien avec le fait que les arbres rafraîchissent l'atmosphère, enfin tous les services écosystémiques apportés par l'arbre, que ce soit donc pour nous, notre humanité, pour l'économie ou pour notre environnement de manière générale. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que nous avons regardé dans le rétroviseur cette étude-là, regardé les 60 dernières années. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que de regarder les 60 dernières années. On peut regarder les arbres les plus anciens de Bretagne, puisque en Bretagne, nous avons l'une des densités les plus fortes d'arbres anciens. En témoigne cette photo pour les costarmoricains, ils le connaissent peut-être, c'est le chêne de Tronjoli
en Côte d'Armor, qui est réputé l'un des 5 plus vieux chênes d'Europe. Il aurait, selon les organisateurs, il aurait 1000 ans, selon la police, il aurait plutôt 800 ans, mais bon, voilà, la fourchette est là. Et nous avons donc une densité d'arbres très anciens, parfois millénaires, au moins plusieurs fois séculaires, enfin plusieurs fois centenaires. Et porter un regard sur ces arbres-là, et je pense, est riche d'enseignements pour les projets bocagers ou les projets de nouvelles plantations. Je vais d'abord faire un rapide tour d'horizon des arbres remarquables, où est-ce qu'on les trouve alors à l'échelle nationale, mais avec des focus évidemment sur la Bretagne. Le premier type d'arbre, c'est vraiment des exceptions, ce sont les arbres oubliés, loin du regard de l'homme. Je passe rapidement parce que tous les arbres remarquables, tous les arbres anciens ont un lien avec l'homme. C'est une exception, celui-là, c'est un genévrier sur les falaises des Ardèches. Autre arbre, autre localisation, ce sont les forêts. Là aussi, en Bretagne, on ne trouve pas d'arbres anciens en Bretagne. Les forêts ont été largement exploitées au cours des siècles passés et des arbres anciens, c'est très rare d'en trouver. On en trouve un petit peu dans quelques forêts domaniales, notamment en Ille-et-Vilaine, mais c'est une exception. En revanche, on trouve de nombreux arbres anciens dans les systèmes agroforestiers. Alors, pas vraiment pour nous en Bretagne dans le bocage. Il y a quelques bocages anciens qui datent certains du XVIIe au XVIIIe siècle, mais c'est une exception. Le bocage est plutôt une formation contemporaine hein, du XIXe siècle. Mais par contre, dans les hameaux agricoles, on trouve des arbres parfois très anciens, notamment dans les fermes, comme le chêne de Tronjoli que je vous ai montré tout à l'heure. On trouve également des arbres anciens dans les enclos paroissiaux, ce qu'on appelle des arbres funèbres, donc des ifs, parfois très anciens, comme ici en Côte d'Armor, l'if de Pommerit-le-Vicomte, qui est réputé avoir plus de 1000 ans. Alors, on trouve des ifs anciens partout en Bretagne, sauf en Ille-et-Vilaine, puisque en Ille-et-Vilaine, tous les ifs ont été abattus du fait d'une décision d'un évêque en 1636 qui a fait abattre tous les ifs des enclos paroissiaux d'Ille-et-Vilaine parce que les paroissiens en faisaient mauvais usage. Donc voilà, je termine ma petite anecdote et je continue sur mon tour des arbres remarquables. Il y a un lien au sacré évident également. On trouve beaucoup d'arbres avec des cultes qu'on appelle des dendrolatries, dendro qui vient d'arbre et latrie, donc c'est tout ce qui est idolâtrie autour des arbres. C'est des choses qui, enfin, les études, l'inventaire montre que ces cultes autour des arbres a tendance à augmenter. On trouve de plus en plus de cultes liés aux arbres. Pour terminer ce tour d'horizon des localisations autour des arbres anciens, on va trouver également un certain nombre d'arbres dans les domaines aristocratiques. C'est un peu l'arbre de Monsieur le Comte, un peu un must-have que l'on peut avoir. Voilà, des arbres historiques, notamment en Bretagne, puisque de nombreuses essences ont été introduites pour la première fois sur notre continent par la Bretagne, comme par exemple la Raucaria du Chili, le pin sylvestre également, c'est par la Bretagne qu'il était introduit. Et puis, dernier portrait, ce sont des arbres de village agricole, des arbres à palabres, des arbres de place de village qui se transmettent de génération en génération avec une fonction sociale évidente, comme là, à Sins, en Ille-et-Vilaine, où c'est un chêne de la liberté qui a été planté en 1793. Et depuis, tous les ans, 14 juillet, a lieu un repas fraternel et voilà, au pied de l'arbre. J'en viens à mes constats. Ce patrimoine arboré a été étudié, observé depuis très longtemps, à travers soit des œuvres artistiques comme des peintures. Corot, par exemple, a peint au XVIIIe siècle les chênes de la chapelle de Mur de Bretagne, ou Maurice Denis au XIXe siècle, un if à Plougrescan. Angela Duval a élaboré a écrit des poèmes autour des chênes de sa ferme dans le Trégor. Donc on voit que ce patrimoine est riche d'enseignements et a été étudié. J'ai donc, j'en tire de ces arbres-là sept constats sur que faire pour demain. Et donc je vous propose de vous exposer ces 7 constats. Et en gros, ça va être une description du constat et ensuite, pour demain, qu'est-ce que ça nous amène comme réflexion? Et peut-être que je peux à chaque
fin de constat, je peux ouvrir si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à rebondir. Premier constat, c'est quelles essences d'arbres ont traversé les siècles, quelles essences d'arbres ont pu vieillir très longtemps. Ici, c'est le châtaignier de Cornu en Ille-et-Vilaine, qui est surnommé le châtaignier de François Ier, donc un arbre multiséculaire, au moins 500 ans, voire plus. Alors, voilà les essences. On a de nombreux vétérans, on appelle ça des arbres vétérans, c'est une expression traduite de l'anglais, en fait, hein, des arbres anciens. Et on va retrouver le chêne, le poirier, l'if, le tilleul également, et des châtaigniers. C'est des arbres qui peuvent vieillir vraiment très longtemps, largement au-delà du siècle. Et dans une moindre mesure, on trouve des essences un cran en dessous, notamment le frêne ou le hêtre, qui vieillissent un peu moins. J'en parlerai tout à l'heure, quelques exotiques, des arbres exotiques ramenés de continents lointains, prometteurs. Par exemple, le tulipier de Virginie. C'est un arbre qui vieillit très bien. Le tulipier de Virginie le plus ancien de France a été rapporté par le marquis de la Rouërie à Saint-Ouen de la Rouërie en Ille-et-Vilaine. Il était ami de Lafayette et pour célébrer l'indépendance américaine, il l'a planté dans son domaine de la Rouërie. Et l'arbre existe encore. Donc c'est voilà, une essence qui est susceptible de bien vieillir, à l'inverse de son cousin, par exemple, le liquide ambar, qui ne vieillit vraiment très mal. Le pommier, l'aulne, le chêne rouge, les sophoras, les érables également vieillissent assez mal. Alors, on peut se poser la question, et qu'est-ce qui fait qu'un arbre vieillit plus ou moins? Eh ben, cette capacité, c'est ce que l'on appelle la compartimentation. C'est un principe qui a été étudié par un biologiste qui s'appelle Alex Chaigo, à qui l'on doit les grands principes d'arboriculture ornementale. Il a été payé tout au long de sa carrière pour c'était un chimiste, pour développer un produit miracle pour faire cicatriser les arbres. Et à la fin de sa carrière, après avoir abattu et mutilé de nombreux arbres, il est arrivé à la constatation qu'il n'existe pas de produit miracle. L'arbre, en fait, se débrouille par lui-même en compartimentant. Et cette capacité à compartimenter, à bloquer sur les cellules des agressions extérieures par des champignons ou des bactéries, n'est pas le même selon les essences. Le chêne, par exemple, l'if va très bien compartimenter à l'inverse du peuplier ou du liquide ambar. Je reviens sur cette diapo. C'est assez intéressant. Un petit focus, 60 000 arbres de la liberté ont été plantés à la Révolution française entre 1791 et 1793. D'ailleurs, le premier arbre de la liberté a été planté à Gahars, en Ille-et-Vilaine, en France. Et il y a eu trois essences plantées. Donc, il y a eu du chêne, qui représentait la force, le renouveau, l'espoir du nouveau régime. Le tilleul également a été planté, qui est plutôt représenté le vivre ensemble, prendre soin. Et également, une troisième essence, c'était le peuplier, c'était l'arbre du peuple. Donc on voit quelques représentations. Et de ces arbres, aujourd'hui, par exemple, le peuplier, eh ben, il n'y en a plus aucun puisqu'il n'a pas pu traverser les siècles. J'en tire pour conclusion de ce constat qu'il paraît nécessaire, la première chose à faire pour demain, c'est d'abord de connaître votre territoire, inventorier, connaître son patrimoine arboré, connaître son bocage, connaître les arbres que l'on a dans ces collectivités, c'est la base. Par exemple, la métropole du Grand Lyon, en 1994, a répertorié tous les arbres de la collectivité publique. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus de la moitié des arbres, c'était des platanes. Quand on sait qu'il y a une maladie sur le platane, qui est le chancre coloré, et ben les voyants ont viré au rouge ou au orange. Et en 20 ans, ils ont complètement changé la palette d'arbres de demain, enfin la palette d'arbres, en développant notamment la case d'hiver qui apparaît en vert, a augmenté significativement. Donc la connaissance du patrimoine arboré, ça paraît être la base de la gestion. Par exemple, la métropole de Rennes a calculé le taux de canopée de sa collectivité. Le taux de canopée, c'est le couvert végétal sur l'ensemble du territoire. Donc, ça permet de donner des objectifs en termes de qualité de vie, de dire que on souhaite atteindre des taux de canopée de 20-25%, par exemple. Et puis, un petit focus à gauche, c'est la ville de Carantec,
dans le Finistère Nord, qui a réalisé un inventaire de ces arbres. Et vous voyez, il y a trois genres majoritaires sur la commune de Carantec. En vert, vous devinez qu'il s'agit des feuillus, donc plutôt des fagacées, chênes, hêtres, châtaigniers. En rouge, plutôt des conifères californiens, donc des cyprès de Lambert, des pins de Monterey. Et l'inventaire a montré, chose assez étonnante, que le cœur de ville, donc en jaune, c'était des palmiers. Et personne n'aurait parié sur cette connaissance-là. Donc Carantec est une palmeraie, le cœur de Carantec est une palmeraie. Euh, voilà cette connaissance autour des arbres. J'arrive à la fin de mon premier constat. S'il y a des questions, faut pas hésiter, mais on peut continuer aussi. Je continue. Du coup, deuxième constat, euh, c'est que le point commun aux vieux arbres, c'est la pérennité de leur environnement immédiat. Il faut imaginer que voilà un dessin d'un d'un- d'une revue d'arboriculture anglaise. Si vous avez une image à vous représenter, le système racinaire d'un arbre, voilà ce que c'est. Un arbre, c'est pas, les racines, c'est pas un miroir inversé. C'est vraiment une galette très plate, moins de 50 centimètres de profondeur, mais vraiment qui va très très loin, largement au-dessus largement plus haut que la hauteur de l'arbre. Et le système racinaire de l'arbre, c'est à peu près 20% de la masse d'un arbre, 15 à 20%. Et donc, bien souvent, on ne se rend pas compte de système racinaire et on réalise des travaux, comme ici au collège Jean Racine, où des tulipiers de Virginie ont été impactés par des travaux et ont dû être abattus. Donc, un peu un paradoxe pour ce collège. Voilà. Donc, la mise en place de périmètres de protection autour des arbres, c'est vraiment vital pour la survie des arbres. L'impact des travaux sur le système racinaire, c'est un peu le talon d'Achille des arbres. Donc, pour demain, je pense que c'est assez vital de prendre soin des racines. Alors ça, c'est l'arboriculture ornementale, mais on voit que de nombreuses collectivités prennent soin des systèmes racinaires des arbres avec des mises en scène de l'arbre à Amiens, Rennes ou d'autres villes. Mais également pour le futur, euh, il y a un enjeu assez fort qui, je pense, peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans, on en parlera beaucoup plus. C'est le lien que les arbres ont avec des mycorhizes. Par exemple, en arboriculture ornementale, c'est des choses qui sont développées maintenant. En pépinière, on va élever des plants avec des mycorhizes. On va inoculer parfois des mycorhizes dans des fosses de plantation pour développer la santé de l'arbre, puisque les champignons qui vivent en symbiose avec les arbres, c'est vital pour la survie, la vitalité de l'arbre. Et face au changement climatique, ça va devenir de plus en plus précieux. Donc je pense que vous allez sûrement entendre parler des évolutions prochaines autour de ces champignons, de ces symbioses mycorhiziennes. Je pense que, mais ça, vous êtes au fait également, avec le zéro artificialisation, il va y avoir également un enjeu très fort au sein des collectivités de protéger les arbres existants qui, par le fait de construire dans le fond du jardin, on va perdre en qualité de vie et donc repérer, inventorier des arbres sera vital pour le futur. N'hésitez pas s'il y a des remarques. On continue. Je te coupe, il y a une question dans le chat et juste, je vous invite à désactiver votre micro et à poser vos questions en direct, si vous le voulez bien. Alors, Je te lis la question. vas-y, oui, Bonjour, il je n'y a veux pas de bien. vieux chênes autres que des chênes pédonculés qui existent en Bretagne? Non, alors non, oui, il existe. Là, j'ai montré le chêne de Bélade pestivien est un chêne pédonculé, mais il y a le chêne Cécile également. On a trouvé des vieux chênes Cécile. Alors, le chêne Cécile est plutôt une essence forestière et c'est plutôt dans les forêts, notamment en Ille-et-Vilaine, dans les forêts de Mayal, on a trouvé des vieux chênes Cécile. Mais après, non, les autres essences, le chêne chevelu, par exemple, a été introduit plus récemment, donc on n'a pas trouvé de chêne chevelu très ancien. Chêne vert, oui, on a trouvé des vieux chênes verts également.
assez étonnant. La présence de chênes verts était associée souvent à la présence de d'anciennes voies romaines. Alors, est-ce que il y a un lien? De là à ce qu'il y a un lien, je ne sais pas. Alors, en parlant de vieux chênes, peut-être qu'on peut rebondir sur le troisième point, c'est la résilience de l'arbre. Je pense que c'est un élément important à prendre et sur ce point-là, il y a beaucoup de progrès qui ont été, enfin, on comprend beaucoup mieux les phénomènes de résilience des arbres et notamment grâce à des méthodes développées par Christophe Dreynoux. Christophe Desnoux est un chercheur qui était jusqu'alors au CNPF, hein, l'anciennement l'IDF, l'Institut du développement forestier, à Toulouse. Maintenant, il est indépendant. Il a développé la méthode Archi. Juste pour info, Christophe Desnoux a fait toute sa scolarité en Bretagne. Il était notamment à Châteaulin. Voilà. Alors, bon, bref, je ferme la parenthèse. Pour vous montrer la photo de l'arbre le plus ancien de Bretagne, c'est le châtaignier de Pont-l'Abbé, qui est réputé avoir été planté en l'an 800. Il a été décrit, étudié depuis très longtemps. Il est classé, c'est l'un des rares arbres à être classé monument naturel par arrêté ministériel en 1910 par Gaston Doumergue. Le poète André Suarès l'avait comparé au roi des Bretons. En 1960, il lui est arrivé un gros problème. Des lapins avaient élu domicile à son pied dans les terriers et un chasseur a mis le feu au terrier, brûlant complètement l'arbre. Les pompiers ont mis plusieurs heures à éteindre le feu. Tout était calciné. On a une description de l'arbre comme étant catastrophique. Tout avait brûlé des racines à la partie supérieure. On croyait que là, c'était la fin de l'arbre. Et au printemps suivant, l'arbre a émis de nouveaux rejets sur le tronc et il s'est recomposé, il est reparti, et tous les rejets que vous voyez là sur le tronc, ce sont des rejets des années 60. Donc l'arbre est reparti de sa... est reparti. Ça ne marche plus. J'en profite juste Voilà. parce que ah, Oui, vas-y, vas-y. oui, bonjour Léa Le Gentilhomme, je suis technicienne blocage à Réchauffer Communauté. J'en profite parce que j'avais une question sur le point précédent euh, par rapport au système racinaire qui est superficiel. Sur les vieux arbres, bien évidemment, il faut pas s'en approcher. Par contre, par rapport aux techniques qui sont préconisées, notamment en agroforesterie, qui conseillent, quand on vient de planter de jeunes arbres, ou même, enfin, on l'applique pour les jeunes haies, peut-être à tort, de passer assez près des jeunes plants pour les forcer à s'enraciner et pour justement, bah, je sais pas, il y a des schémas qui montrent un peu le schéma que vous avez montré, mais en montrant que dans les 20 premiers centimètres du sol, justement, les racines redescendent et puis font une espèce d'angle droit, quoi. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est complètement faux, cette chose? Et quand vous dites qu'il faut passer auprès, c'est avec des outils, c'est avec Oui, un engin agricole, je n'ai pas bien oui, compris. pardon. Oui, c'est vrai que sur le bocage, c'est vraiment la frontière avec le milieu agricole. Donc oui, c'est passé avec des outils. Euh, En fait, on pourrait passer largement une journée à parler de les arbres ont une architecture racinaire. Chaque arbre son architecture racinaire. Mais par rapport au terrain agricole, on peut dire que les arbres vont s'adapter à la contrainte du passage des tracteurs, notamment des engins de labour, par exemple, sur des terrains labourés. Et Mhm. on va retrouver souvent le système racinaire sous la semelle de labour. Donc on va avoir la même image que je vous ai montrée, mais 30 ou 40 centimètres plus bas. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a des arbres qui sont plus résilients que d'autres. Il y a des arbres qui vont être capables de se recomposer. Le chêne est de nature très résiliente, alors que d'autres essences, quand le système racinaire est impacté, certaines essences ne vont pas réussir à se recomposer. Je pense par exemple au pin, à l'aulne, voilà, genre d'essence. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais non, moi j'aurais tendance à dire que passer au pied des arbres ne va pas forcément favoriser leur croissance. Plus on les laisse tranquilles, mieux c'est. Non, c'était plutôt pour adapter les jeunes plants en disant aux exploitants agricoles de pas forcément laisser trop de distance par rapport à la jeune haie, en sachant que de toute façon, quand on voit les pratiques agricoles, ils passent assez proches des vieux troncs. Oui. Et du coup, pour forcer les arbres à pas forcément pour
on va dire pour les adapter dès tout jeune au fait qu'il y a des contraintes agricoles, justement. Oui, alors oui, Mais ça c'est si on veut adapter les arbres à la contrainte agricole, effectivement, vaut mieux le faire dès le jeune âge. Ouais. C'est pas d'accord, quand les arbres ont 100 ans ou plus on peut les contraindre à le faire. Ouais. 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 OK. C'est un peu comme les arbres taillés, les trognes. Si vous voulez tailler Mmh, régulièrement, en parler de la taille, vaut mieux le faire dès le jeune âge. d'accord. Je Merci vais beaucoup. terminer sur, oui, merci aussi, sur la résilience des arbres. Voilà deux exemples d'arbres, enfin deux exemples. Donc, c'est un chêne dans l'Orne, un chêne où en 1900, on voit un arbre dépérissant complètement, croire que c'est la fin de l'arbre. Et en fait, aujourd'hui, il s'est complètement recomposé. Euh, là, là c'est un chêne anglais, le chêne d'Arthur Close, un artiste anglais. Et voilà, en un siècle, voilà, c'est le même arbre. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Voilà, je vous montre la recomposition de l'arbre. Et on voit que l'arbre a deux développements. Un développement en partie supérieure qui est plutôt séquentiel, c'est-à-dire le développement naturel de l'arbre. Et on voit que ce développement séquentiel, et dans ce cas-là, est plutôt, c'est la fin irrémédiable de l'arbre qui dépérit entre 1910 et 1981. Il a perdu complètement sa cime sans intervention humaine. Et par contre, on voit une autre image de l'arbre, une image de résilience qui apparaît sur le tronc à travers des rejets en 1910 qui paraissent plutôt vigoureux, et puis qui recomposent un autre arbre jusqu'en 2009. On a l'impression qu'en 2009, l'arbre est plus jeune qu'en 1910. En fait, cette capacité, c'est des concepts développés par Francis Allais notamment, et puis tous ses disciples après, comme Christophe Drenou ou Yves Caraglio. C'est la notion d'arbre colonie. Certaines essences ont la capacité de transformer leur état unitaire en une colonie d'arbres. À droite, c'est un dessin de Francis Allais qui exprime cette notion de colonie, c'est-à-dire qu'un arbre peut porter littéralement des arbres qui s'enracinent sur le tronc. Et au milieu, vous avez l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, qui est l'arbre le plus ancien de France, réputé avoir 2500 ans, et on voit que ce n'est plus un arbre, mais une colonie d'arbres qui pousse sur le tronc initial, dont on ne devine même plus comment il était. Et voilà. Et le fait d'avoir un arbre qui dépérit ne veut pas forcément dire que l'arbre c'est la fin de l'arbre. C'est les notions de méthode d'archi, où l'on voit des arbres, selon la capacité à réagir, on peut lire l'avenir de l'arbre. Cette capacité à lire l'avenir des arbres est développée par Christophe Drenou avec sa méthode archi. Pour demain, attention. Faut pas abattre des arbres dépérissants. Euh, Là, une question importante qui rejoint peut-être ce qu'évoquait Léa tout à l'heure. Faut-il tailler nos arbres de demain? Et ça, pour les arbres agricoles, c'est quand même assez intéressant et un regard assez intéressant. Alors, il existe très peu d'arbres en port libre. La, la- Tous les arbres ont été élagués par l'homme, à l'exception peut-être d'un seul que je connais, c'est le platane de Branferré, dans le Morbihan, qui a développé une cime complètement imposante de 45 mètres d'envergure, jamais élaguée. Et tous les arbres ont été élagués. Alors, ce que l'on peut retenir sur la taille, c'est que l'élagage sévère est une pratique à éviter. C'est-à-dire que si vous avez un arbre qui est parti en port libre, et si vous voulez le réduire, le transformer en trogne, c'est pas possible. Vous diminuez considérablement l'espérance de vie des arbres. En témoignent par exemple des stickers que vous voyez peut-être sur les camionnettes des élagueurs grimpeurs. L'élagage sévère nuit gravement à la santé et à la beauté des arbres. Donc ça, c'est un fait. Mais paradoxalement, l'inventaire des arbres anciens de Bretagne a montré que tous les arbres les plus anciens de Bretagne ont des arbres qui ont été taillés régulièrement par le passé, comme par exemple cette trogne de châtaignier où il y a plus de 30 enfants qui posent sur la trogne. L'arbre existe encore. Il se situe à Pluneret, dans le Morbihan, près d'Auray. Alors, le truc, donc, c'est que l'explication, c'est que c'est Alex Chaigo qui l'a donné. Enfin, l'hypothèse d'Alex Chaigo, c'est que en taillant régulièrement des arbres dès le jeune âge, donc il faut qu'il y ait deux conditions.
une taille régulière et une taille qui se pratique dès le jeune âge, en fait, on empêche les arbres d'atteindre une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire de ressources disponibles dans l'atmosphère en carbone, en eau. Quand les arbres atteignent ce plafond de verre, c'est un peu le dépérissement. Et le fait de brider artificiellement les arbres par des tailles, on recule ce point de rencontre et on prolonge la durée de vie des arbres. Donc la taille des arbres régulières prolonge la durée de vie des arbres. Donc c'est assez cette notion autour de la taille, moi je trouve assez intéressante et du coup ça ouvre des portes. On ne va pas planter les mêmes essences selon que la haie va être taillée ou plutôt gérée en port libre. Le charme, par exemple, se prête très bien à la taille. L'érable sycomore, comme ici à gauche, ne se prête pas à la taille. Et puis également, connaître l'architecture des arbres, ça aide à tailler les arbres. C'est essentiel. Je pense que c'est des notions récentes et il faut connaître l'architecture des arbres. Il n'existe que 25 manières dans le monde dont les arbres peuvent se... 25 architectures. Donc ça paraît essentiel. Je continue. On arrive du coup au point essentiel, c'est nos arbres de demain s'adapteront-ils au changement climatique? Là-dessus, je pense que on a des raisons d'espérer, notamment grâce à des travaux de chercheurs de l'INRAE, notamment Christophe Plomelion, qui est un généticien. On doit à son équipe d'avoir réalisé les premiers séquençages génétiques du chêne. Et le chêne possède une diversité génétique 10 fois plus importante que l'être humain, qui montre du coup un mécanisme enfin, très efficace pour durer dans le temps. Et qui montre aussi certainement une évolution, une forme d'évolution radicalement différente de nous. On peut également citer cette évolution génétique, on l'aperçoit, on peut la vivre, enfin on peut l'observer auprès de vieux arbres. Un arbre, au cours de sa vie, est capable de mutations génétiques, de faire évoluer son génome. En témoigne par exemple le lif de Fortingall en Écosse, qui est réputé avoir plus de 2500 ans. Mais on peut citer d'autres riffs à la haie de Routot, par exemple, en Seine-Maritime, il est arrivé la même chose. Donc, vous le savez tous que les ifs sont soit mâles, soit femelles. Et cet if-là, durant les 2500 premières années de sa vie, a été mâle. Et au bout de 2500 ans, il a décidé de changer de sexe et il est devenu femelle. On voit par là que les arbres, du coup, ont adapté leur génétique. Et donc, c'est encore assez clivant avec les chercheurs, ce sujet-là. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que les arbres peuvent muter génétiquement. Notamment, il y a une étude en Suisse sur un arbre et on n'a pas constaté du bourgeon au tronc d'évolution génétique forte. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Ce constat, du coup, c'est peut-être même la clé peut-être de l'exposé ici, ce que vous avez là, amène du coup si l'on considère que les arbres sont capables d'adaptation génétique, je pense que planter des essences locales qui ont perduré à travers le temps est une réponse assez efficace. D'autres réponses s'entendent également, notamment ce qu'on appelle la migration naturelle, c'est-à-dire que l'on va chercher des arbres locaux, mais issus de régions un peu plus au sud. Par exemple, on peut imaginer planter du hêtre ou du chêne type massif central en Bretagne. On joue un peu à l'apprenti sorcier parce qu'on ne connaît pas vraiment l'évolution du climat futur, mais c'est un scénario possible. Et puis, il y a une autre voie complètement différente, c'est la voie de l'exotisme. L'exotisme, c'est-à-dire on plante des essences qui ne sont pas ou qui n'étaient pas présentes sous nos contrées et on va voilà, les introduire. Les forestiers le font, hein, le Douglas, le cèdre de l'Atlas, ou même en arboriculture ornementale avec par exemple le tulipier de Virginie, les séquoias, enfin, ce désir d'aller planter un arbre qui ne pousse pas existe. Et je pense que porter un avis
euh, unique lorsqu'il faut composer. Ces trois voies sont possibles. Mon avis, c'est qu'il ne faut pas se priver de ces trois voies-là. C'est mon avis. Alors, j'ai quelques exemples. Je pense que d'abord, premièrement, enfin, la première chose à faire, c'est qu'il faut améliorer nos compétences. Il faut améliorer nos compétences, il faut connaître les exigences de chaque essence. Là, c'est un graphique tiré d'une revue forestière, mais c'est un exemple hein, sur le chêne sicile et le chêne pédonculé qui ne poussent pas forcément au même endroit. Le chêne pédonculé va plutôt aimer des sols frais, alors que le Cécile, lui, va plutôt tolérer des sols un peu plus secs et un peu plus acides. Avoir une connaissance, c'est crucial. Enfin, pour vos projets bocagers, je pense qu'il faut que l'on maîtrise totalement les exigences de chaque essence. On ne plante pas un châtaignier ou un aulne au même endroit. Ça, c'est crucial. Je pense que le végétal local, c'est une chance également d'avoir ça, d'avoir ce levier qui a été, que vous connaissez tous, hein, vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi, les pépiniéristes végétales locales. Mais il n'existe pas que le végétal local, il y a les matériaux forestiers de reproduction aussi, beaucoup plus anciens, qui permettent de planter des essences forestières. Je pense qu'il ne faudra pas se priver également d'essences un peu plus, qui poussent un peu plus au sud. Et il y a des vieux arbres qui nous montrent que ça peut marcher. Par exemple, le cormier. Le cormier, c'est une essence réputée thermophile qui aime le soleil. Et la limite de répartition du cormier, c'est Rennes, on va dire Rennes, Redon. Et on voit que le cormier potentiellement peut remonter en Bretagne. Je pense qu'il ne faudra pas s'en priver de planter des cormiers. Le charme, c'est à peu près la même chose. Le charme, c'est plutôt une essence que l'on trouve dans le bassin parisien ou dans l'est de la France, dont la limite de répartition s'arrête là aussi aux portes de la Bretagne. Et on constate qu'il y a des vieux charmes. Et il ne faudra également pas s'en priver. Et puis, pourquoi pas tenter des chênes un peu plus du sud de la France, comme ici un chêne liège à Planquette, qui a au moins 2 siècles. Mais il y a d'autres chênes qui supportent très bien les sols et les sécheresses, phénomènes de sécheresse. Je pense par exemple au chêne chevelu, qui pourrait s'adapter également très bien. Mais là, ça demande encore de la connaissance et augmenter les compétences. Je pense que également, là, je parle peut-être pas aux techniciens bocage, mais beaucoup de techniciens ont un rôle à jouer également dans l'urbanisme avec le zéro artificialisation. Et ben, il faut apporter des réponses. Quelle essence planter dans des jardins qui feront 100, 200 mètres carrés? On va pas pouvoir vivre dans des lotissements où il y a des maisons agglutinées les unes aux autres avec des 40 ou 50 degrés comme nous annonce l'été. Il va falloir planter. Et dans des tout petits terrains, on ne pourra pas planter n'importe quelles essences. Et donc, il faut réfléchir, je pense, aux arbres adaptés à des petits terrains. Là, c'est un travail mené avec Carantec sur quelle palette d'arbres dans des petits jardins. Et donc là, qui font référence notamment aux modèles architecturaux de Francis Allais, des arbres où on n'aura pas besoin de tailler, qui sont à petit développement. Et là, je vous donnais également mon sentiment qui est personnel. Quand je traverse la Bretagne, je vois souvent des nouvelles haies bocagères implantées et je me dis que c'est pas forcément rendre service que de planter des projets très diversifiés pour le monde agricole. Je pense que pour l'avenir, il vaut mieux planter des projets simples avec très peu d'essence, peut-être deux ou trois essences, ou peut-être un peu plus, mais avec une essence majoritaire, une essence marquée. Et le fait de planter des projets simples, ça permet, je pense, de faciliter la gestion pour le monde agricole. Je vois des fois des projets où il y a 10, 15 essences différentes. Je pense que c'est des projets trop complexes pour l'agriculteur qui ne va pas forcément pouvoir gérer. Donc, il vaut mieux des projets simples, mais une diversité de projets simples. Voilà, ici, c'est à Dinan,
les promenades des petits fossés. Et on voit que c'est un projet assez simple, c'est une promenade arborée d'ormes. Je vais peut-être arrêter, je pense qu'il y aura des questions sur ce point-là, s'il y a des remarques. Bonjour, Oui, bonjour. c'est Gabriel Herson, technicien bocage à Pouilly-Mont de Bretagne. Moi, j'aurais une remarque sur la photo de l'arbre que vous avez montré qui avait une descente de cime et Oui, qui repartait de ses drageons du oui. tronc. Sur la résilience, Ouais, sur la résilience. là, Euh, celui-là. Mm. ouais, voilà. Je me disais que en 1910, enfin, avant 1910, il était peut-être, comme il est tout seul là, c'est peut-être je sais pas, un arbre d'alignement ou de haie. Et il a peut-être été taillé pour remonter son houppier jusqu'à cette hauteur. Et que du coup, tous les bourgeons dormants se sont réveillés, puis se sont exprimés. Et puis, lui, il n'avait pas besoin de monter sa sève aussi haut. Donc, il a abandonné sa cime. Et puis, il est reparti sur ses, sur ses gourmands, entre guillemets. Alors, ce que disent les Anglais par rapport à ça, enfin, j'ai plusieurs personnes qui m'ont influencé, enfin, ou que j'ai rencontré, et notamment un Anglais qui s'appelle Ted Green, qui était Mhm. l'ancien responsable du parc de Windsor et qui a créé une association autour des vieux arbres en Angleterre. Mhm. Et du coup, c'est grâce à lui qu'on doit ce collectage autour des arbres. Et ce que m'a dit Ted Green, c'est que cet arbre-là n'a jamais été taillé, il n'y a jamais eu d'intervention humaine, ce qu'il m'a dit. Donc Ah là, on oui. est vraiment dans une de réaction de l'arbre face à un événement, un stress, et ces bourgeons là, ces pousses qui repartent sur le tronc. En fait, bien souvent, on manque de vocabulaire pour décrire la condition de l'arbre. Enfin, on compare souvent à nous, êtres humains, alors que c'est un autre fonctionnement. Mhm. Et Christophe Dreynoux a proposé un vocabulaire différent, un nouveau mot pour décrire ces pousses sur le tronc. Jusqu'alors, on parlait plutôt de drageons ou de gourmands, mais ce mot-là renvoie à une connotation négative. On a envie de les tailler. Ben, vous avez des gourmands sur un rosier, un pommier, on les taille. Et du coup, il proposait le mot de suppléant. Mhm. En fait, les arbres, les arbres, quand ils font des descentes de cime, ils ont parfois, voilà, comme sur ce dessin-là, quand il y a un stress, ils sont capables d'émettre des nouveaux suppléants que l'on voit en rouge sur ces dessins. Et Mhm. c'est selon la forme de ces suppléants, eh ben, on peut lire l'avenir de l'arbre. Mhm. On le voit souvent sur les vieux chênes Oui, oui, qui commencent à faire justement des suppléants sur les charpentières. oui, oui. Ben, parce que souvent dans les techniciens bocages, vous techniciennes, vous avez un regard à apporter sur l'avenir d'un arbre. Ben, je pense que cette méthode-là est vraiment très précieuse pour dire, bah non, l'arbre, il va se recomposer, c'est sûr, dans 20 ans, il aura une autre silhouette, quoi. Ou Ok. inversement, il est en déclin irréversible, comme l'image de droite. Ouais. Voilà. Ok. C'est vraiment une science nouvelle. Euh, je vais, à moins qu'il y ait d'autres questions. Merci pour votre réponse. Moi, Ouais, j'avais Oui, une bonjour autre Mickaël. question. oui, Ah, bonjour. Mathieu Laurent de l'Oudéa Communauté. Oui, bonjour Mathieu. Euh, Bonjour. Je voulais mettre en avant le fait que souvent, quand on voit dans les études forestières les dépérissements, on parle beaucoup d'essences qui ont été sélectionnées dans le temps sur des critères de production. Oui. Et du coup, on a vraiment une génétique qui a une faible variabilité ou qui est, pour pas dire des clones. Et donc, en fait, il ne faut pas non plus trop s'alarmer, étant donné que dans le bocage, on va plutôt choisir des essences pour répondre à différents services écosystémiques. Et l'objectif principal, c'est pas d'avoir du bois d'œuvre. Et qu'il y a des études Mm. qui montrent que, par exemple, c'est Leroy qui montre qu'il y a eu, après la période glaciaire, beaucoup de brassage génétique dans les essences de chêne, notamment entre les chênes sessiles, pédonculés, pubescents et tausins.
Et Mhm. c'est ce qui permet en fait leur adaptation dans des milieux même un peu particuliers où ils vont plus loin que qu'on va dire leur frontière de base en fait. Oui, 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 Ouais, Et ouais, par non, tout exemple, à fait. il montrait une étude qui a été faite par Bartholomé sur Mhm, l'oïdium, les problèmes mhm. d'oïdium sur les chênes. Il montre que même des essences qui n'ont jamais été en contact en fait avec la maladie, le champignon, ils ont quand même à l'intérieur de leur gène cette adaptation-là de se protéger contre cette maladie-là. Ils ont la protéine alors qu'ils n'ont jamais été en contact, donc c'est qu'il y a bien eu des échanges. Et comme tu le disais, en fait, le génome chez les chênes est énorme et je pense qu'ils ont cette capacité-là naturellement à réagir Oui, oui, c'est au... ce qu'on à l'ONF, ils ont des généticiens hein, qui travaillent sur ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est cette capacité que à l'arbre ou à la plante, enfin même à nous, êtres humains, face à un stress, d'adapter notre génétique et à se recomposer. Ouais. Mais ça, je pense, c'est quand même les arbres ont cette capacité incroyable, quoi. C'est ce que tu dis là. Moi, j'avais une question. Bonjour, Élise de Rouen, du bassin versant du Midi. C'était par rapport aux modèles architecturaux. J'en ai déjà, enfin, je les avais déjà vus, mais je ne me semble pas avoir vu un endroit qui reprenait, bah, par exemple, les différentes essences que nous on plante pour dire, bah, ça c'est un modèle architectural de Roux, un modèle architectural de Mangenot. Est-ce qu'il y a un endroit ou je sais pas une flore en particulier qui prend le temps de détailler les différents modèles architecturaux pour les essences bretonnes ou est-ce que c'est à nous de l'analyser? Euh, Enfin, moi, je te rejoins dans le sens que je pense que c'est la base de notre rôle pour le conseil, pour l'implantation d'arbres de demain. Si tu as un agriculteur qui cherche un abri brise-vent pour ses vaches, on va pas planter un modèle de Rho, par exemple. On va plutôt privilégier un modèle de Champagnat alors, en termes de publication, il y a quelques formations qui existent. Christophe Drenou, par exemple, il vient au lycée, prochainement, là, au lycée, à, sa- à- mince, un lycée agricole, où ils font un CS, tailler soin aux arbres dans le Morbihan, là, près d'Auray. Donc lui, il peut déjà voilà. Moi, je sais que dans toutes les formations que je fais, je fais un lien entre les essences et les modèles architecturaux. Et sinon, dans les publications, il y a un livre, faut se tourner vers les publications de Francis Allais sur les modèles architecturaux. Mais le problème, c'est Francis Allais, comme il est botaniste tropical et équatorial, surtout, eh ben, il ouvre à toutes les plantes, y compris des plantes qui ne poussent pas chez nous. Donc, on peut tirer un peu d'éléments. Et puis après, on peut renvoyer vers un livre d'un arboriste qui s'appelle Claude Lemot. C'est un arboriste qui a écrit un livre sur la taille des arbres, la taille architecturée des arbres, enfin la taille plutôt jardinée, c'est le terme qu'il a mis. Et il développe des manières de tailler selon les modèles architecturaux. C'est plus local, mais ça peut être aussi intéressant, quoi. Mais il y a peu de publications sur ce sujet-là. D'accord, merci. On va continuer alors. Alors, ça, c'est un dernier point autour des arbres qui est peut-être un peu plus philosophique ou anthropologique. Euh, Pourquoi donc le chêne de Tronjoli, là, il y a tout un groupe, là, on avait organisé un stage, tout le monde est fier de poser au pied de l'arbre. Enfin, c'est un monument naturel, un arbre incroyable. Pourquoi certains arbres sont-ils conservés? Pourquoi on renonce à une utilisation matérielle? Pourquoi ce chêne-là, il n'a pas été transformé en bois-bûche, en plaquettes, en planches, même si on aura peut-être du mal à le transformer en planche? Et pourquoi donc quel élément culturel
nous pousse à laisser vieillir certains végétaux plutôt que d'autres. Donc là, ça renvoie aux premières diapos là, sur le lien entre les arbres et les hommes. Là-dessus, sur ce point-là, c'est sûr que la Bretagne a été épargnée des grands bouleversements, des guerres ou des bouleversements géopolitiques. Donc peut-être que ça explique le fait qu'on ait beaucoup de vieux arbres. J'ouvre une parenthèse, par exemple, euh, il y avait beaucoup de bocage dans pays flamands, par exemple, il y avait beaucoup de témoignages et tout a été rasé. Actuellement, il n'y a plus rien du tout, notamment lié aux grandes guerres. Alors, euh, je pense que l'arbre, c'est une affaire d'émotion. Quand on est au pied d'un arbre, ça renvoie à un inconscient personnel. Victor Hugo écrivait: Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. On voit à droite une vraie émotion également d'une ancienne collègue qui, au pied d'un arbre, il y a eu un instant d'émotion. Mais ces émotions, elles peuvent être positives. On a envie de toucher un arbre, on a envie de l'admirer, mais ça peut être des émotions de haine, de fuite. Et le monde agricole, là-dessus, enfin, vous avez tous côtoyé des agriculteurs qui ont la dendrophobie, c'est-à-dire la haine de l'arbre, comme Samuel Beckett également, qui écrivait qu'un arbre, ça ne sert à rien, ça ne peut servir qu'à se pendre. Et en fait, comme l'arbre envoie à une émotion, eh ben, l'arbre envoie aussi un inconscient. Un inconscient qui provoque des comportements de l'ordre souvent de l'irrationnel. Combien de fois j'ai pas vu des gens qui avoir une haine de l'arbre ou au contraire vouloir s'attacher à l'arbre pour le maintenir. Et donc cette émotion participe au maintien de certains arbres. Et je pense, pour revenir aux questions initiales, je pense avoir trouvé des éléments de réponse sur la conservation des arbres. Pourquoi en Bretagne on conserve des arbres? Et notamment, ça renvoie aux écrits d'un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, qui a exploré un peu d'autres manières de vivre avec notre environnement plutôt que notre rapport, on va dire, de domination nature-culture sur notre environnement, modèles occidentaux. Donc, il a développé d'autres modèles, d'autres liens que l'on peut avoir avec les arbres. Alors, je viens de loin, mais vous voyez, ça va avoir un lien sur les plantations de demain. Et je pense que donc Philippe Descola, il dit que on peut avoir d'autres liens, notamment des liens animistes, c'est-à-dire que l'on prête une intention, une allure familière, une allure rassurante, on prête une intention à des arbres, euh, une sorte d'intelligence, par exemple. Donc là, on peut constater de nombreuses relations animistes autour des arbres en Bretagne. On a également un aspect sacré, on invoque des arbres, c'est la dendrolatrie, c'est-à-dire l'idolâtrie des arbres, comme en témoigne ce chêne breton qui n'est plus un chêne à la Vierge, mais un chêne aux Vierges, où il y a de nombreuses dévotions, et on vient chercher des intentions, enfin on vient déposer des intentions pour guérir. Mais évidemment, dans vos politiques publiques, vous n'allez pas développer des politiques publiques autour de l'animisme ou des forces païennes ou des arbres sacrés. C'est vraiment pas possible. En revanche, il y a un troisième lien qui, moi, me semble intéressant à explorer dans vos politiques publiques. Il y a de nombreux arbres, peut-être la grande majorité des arbres, on les a conservés parce que c'était des arbres identitaires d'un lieu, ce qu'on appelle soit des arbres généalogiques, c'est-à-dire que des arbres, par exemple, dans des villages agricoles qui ont traversé les siècles parce que ben, le père, le grand-père l'avait vu, l'avait conservé. Et ça, cette valeur généalogique est assez forte en Bretagne. C'est peut être également des arbres emblématiques d'un lieu, d'un espace, où Philippe Descola évoque aussi le terme de totémique. Totémique, c'est le totem, l'endroit sur lequel on vient qui a vu grandir et mourir les habitants d'un lieu. Alors, comment développer cet aspect identitaire, cette conservation identitaire des arbres pour demain? Eh ben, je pense que développer pour demain, s'approprier, faire connaître, renforcer l'aspect emblématique d'arbre, ça participe à l'imaginaire collectif. Ça renforce, et je pense là-dessus, j'ai plusieurs exemples à vous montrer.
Ici, c'est en Côte d'Armor, à l'est des Côtes d'Armor, en Vallée de l'Arance, c'est la cour des Tilleuls. Évidemment, s'il y a un tilleul qui disparaît, je pense que vu le nom de la cour, on va forcément replanter un tilleul. Euh, je m'étais amusé aussi à compter le nombre de logos de communautés de communes en Ille-et-Vilaine à avoir affiché des arbres. Et j'en étais arrivé il y a quelques années à un quart des arbres, un quart des logos affichent des arbres. Donc on voit par là que l'arbre est une identité, participe à l'imaginaire de lieux. Si vous habitez à Nantes, le magnolia est indissociable de la ville de Nantes. Euh, c'est la première fois qu'il a été introduit, par exemple, en Europe. C'est par le port de Nantes, enfin de Paimboeuf, puis ensuite à Nantes, que le magnolia a été introduit. Donc c'est un symbole nantais. Si vous faites un peu d'arboriculture ou des projets bocagers dans des communes littorales, des communes balnéaires, le pin, le cyprès de Lambert participe à l'identité d'un lieu. Je pense à des communes comme Tarentec, Brignogan, La Bolle-les-Pins, où ces arbres-là, c'est indissociable. Ça donne une image balnéaire de vacances, de repos. Et il faut continuer, je pense, participer à en replanter. Et puis, deux histoires sympas autour d'arbres pour terminer cet exposé. Euh, c'est le chêne vert du jardin du tribunal de Lannion. Lannion Trégor Communauté. Il y a peut-être des techniciennes ou techniciens de Lannion Trégor Communauté qui l'ont vécu. Donc, près du tribunal de Lannion, l'ancien tribunal, il y a un chêne vert réputé avoir été planté par les bénédictines il y a plus de 1000 ans. En vérité, il y a moins de 1000 ans. Euh, Lannion Trégor Communauté a eu un projet de transformer ce tribunal en école de musique. Et pour ce faire, ils ont créé un auditorium en parallèle du bâtiment. Et pour construire cet auditorium, eh ben, l'auditorium jouxtait juste cet arbre remarquable. Et il y a eu une association de créer autour contre ce projet. Et notamment, par cette association, ou je ne sais pas par quel biais, les druides sont venus comment dire, apporter leur avis sur ce projet-là et donc militer pour la conservation de cet arbre-là qui a été préservé. Donc on voit par là qu'on est sur un arbre emblématique et littéralement totémique de l'Agnon. Et puis, dans les politiques publiques, et je terminerai là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu qu'à Dinan, il y a un très beau magnolia, un magnolia de Soulanges, planté en 1860, qui fleurit au printemps magnifiquement. C'est la variété Soulangeana alba, superba. Donc, elle porte bien son nom, c'est vraiment superbe. Et la ville de Lannion a décidé, c'était un magnolia le long d'une rue, a décidé de supprimer, d'interdire le stationnement au pied du magnolia pour que les gens puissent admirer la floraison et venir prendre en photo le magnolia. Donc, ils ont pris un arrêté magnolia uniquement durant la période de floraison. Donc, on voit par là, c'est que cet arrêté, cet arbre renforce, participe au moins à la communication autour de l'arbre, la nécessité d'avoir des arbres. Et je pense qu'autour du bocage, je pense que ce type d'initiatives également peuvent être initiées et c'est très important d'avoir vos plantations, vos actions s'inscrivent dans l'identitaire pour avoir des projets durables. Et je terminerai par la phrase de Pierre-Jacques Sieyès, donc, qui a écrit Le Schlorgueil, ils vont vendu à plus de 500 000 exemplaires. Donc il n'y a rien de plus beau qu'un arbre. Voilà, c'était pas un exercice facile pour moi parce que j'aime bien être en interaction et là, j'ai l'impression d'être tout seul devant mon ordinateur. Merci, Mickaël. Eh bien, peut-être pour se sentir moins seul, peuvent désactiver leur caméra et on peut continuer les échanges si vous le souhaitez. Et moi, la première, bien évidemment. Je t'écoute, Charlotte. Ouais, Alors, Mickaël. Ah, pardon. Non, non, vas-y. Donc Mathieu de Loudéac, j'ai une question à te poser pour
L'introduction d'un chêne en Bretagne, tu tablerais sur laquelle espèce? Laquelle tu mettrais le plus en avant? Ah, de manière générale, c'est assez difficile d'avoir. Enfin, vous l'avez perçu à travers cet exposé. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que c'est vraiment très difficile d'avoir un avis tranché, d'avoir des certitudes. L'arbre, ça demande ça demande du tact, ça demande des connaissances, des compétences. Et par exemple, dire faut planter du chêne Cécile plutôt que du chêne pédonculé, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Je peux simplement dire que à Loudéac, sur des crêtes schisteuses, enfin, sur des terrains plus séchards ou granitiques, je privilégierais peut-être plus le chêne Cécile, le chêne chevelu, que le chêne pédonculé. Ça, je peux le dire, quoi. De la même manière, par exemple, vous implantez par exemple des vergers, peut-être, je sais pas, c'est des problématiques peut-être que vous avez à des vergers communaux, on peut en parler peut-être aussi, mais j'ai un regard critique sur ces plantations de vergers aussi. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc Mathieu, non, je peux pas te dire c'est ça, c'est blanc ou c'est noir, c'est pas possible. Il faut des compétences, améliorer nos compétences, ouais. Hmm, très bien. Merci. T'as d'autres questions? Peut-être que je peux parler des. Moi, il y a un sujet, parce qu'on peut peut-être parler des vergers. C'est très tendance, parce que souvent les techniciennes bocage ou techniciens ont aussi un avis à porter sur des politiques de création de ce qu'on appelle des paysages comestibles, plutôt dans les villes. Et Caroline Molly, là, qui a écrit un certain nombre de livres sur l'arbre en ville, a trouvé, enfin, je pense qu'elle a un peu le même avis que moi, dans le sens que on porte un avis sur l'introduction de fruitiers, et on regarde que du côté du greffon, la variété, les greffons locaux, je sais pas, la rainette de Guingamp ou d'autres essences qu'on plante près de Guingamp, mais il y a peu de monde à apporter un avis sur le porte-greffe. Et du coup, le porte-greffe souvent se résume à des clones, des MM109, hein, ou tous ces clones. Et introduire des vergers greffés sur ce type de clones, c'est des arbres qui ont des durées de vie relativement faibles. Je pense qu'il faut greffer plutôt sur des francs-pieds, c'est-à-dire des arbres issus de graines. Je sais que Juliette Abadi, par exemple, pépinière locale, elle vend des porte-greffes issus de francs-pieds. Je lui en ai acheté une douzaine récemment, notamment pour greffer des poiriers. Donc c'est beaucoup plus durable dans le temps. Voilà, notamment quand on sait que les poiriers, pour avoir observé, j'ai observé des poiriers qui ont 2 siècles, quoi. Donc je pense que c'est des essences durables. Et de nouveau une question. Par rapport à l'implantation de haies bocagères, moi je me posais la question, je me questionnais sur le fait de est-ce qu'on n'aurait pas aussi un impact sur la durabilité des arbres qu'on met en place? Si à la place de planter des jeunes plants, on partirait pas directement de la graine in situ avec toutes les questions techniques que ça pose dans les changements de nos pratiques. Mais je me questionnais sur si ce serait pas un axe intéressant à questionner et voilà. Est-ce que vous avez des réflexions sur ça? Ben oui, je pense que c'est une belle voie. Enfin, ça amène à plusieurs réflexions. Enfin, il faut ouvrir à des itinéraires de gestion. Euh, Peut-être juste d'un point de vue théorique, il y a des études assez récentes de Lynn Body, une chercheuse anglaise, qui a montré que en fait, dans la graine était recouverte évidemment de la plante, futur arbre, mais il y avait tout un cortège de microbiotes autour de la graine, notamment tous les champignons qui vont vivre avec l'arbre.
Et quand on achète des plants en pépinière, ben, on perd une grande partie de ces microbiotes. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de crises de transplantation, c'est relativement dur à implanter des arbres dans le milieu agricole. Donc, ouais, l'itinéraire moi, me plaît beaucoup de partir de la graine. Le problème, c'est bâtir des itinéraires là-dessus. C'est relativement difficile avec les prédations, la levée de dormance de beaucoup d'arbres. Donc, ça paraît difficile. C'est souvent difficile à mettre en œuvre, quoi. Et peut-être un autre itinéraire, c'est le fait de laisser l'évolution naturelle des choses aussi. Mais là, c'est relativement difficile à mettre en œuvre en milieu agricole aussi. Mais c'est ce que les forestiers font avec ce qu'on appelle la régénération naturelle, et c'est les ronciers venir, puis ensuite des ronciers viennent des pionniers. Mais bon, là aussi, c'est assez des itinéraires techniques difficiles à mettre en œuvre dans le bocage. On choisit plutôt la plantation. Mais je pense que ouais, si tu souhaites développer ça, il faut essayer de le faire, je pense. Ouais. Ça marche, merci. Il faudrait pouvoir passer un coup d'épareuse au bout de quelques années sur le haut du talus pour permettre la régénération naturelle, comme le font les forestiers en forêt. Oui, Et ouais. ça va contre nos conseils qu'on prodigue aux agriculteurs de ne pas passer les pareuses sur les talus pour préserver la Ah, ouais. régénération naturelle. Et c'est assez Mm. délicat. Je pense qu'on peut travailler avec un certain nombre d'agriculteurs qui comprennent vraiment le fonctionnement du bocage et qui plantent beaucoup. Avec cela, à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose, mais Oui, à mon avis, ça peut s'arrêter là. En oui, termes de régénération naturelle. ça s'est fait, hein, ça se fait. Je me souviens plus à Ploubert, dans le Trégor, j'ai oublié le nom de l'agriculteur, où il avait constaté des semis naturels spontanés sur sa haie et ben il a laissé faire il a laissé faire naturellement les choses. Je trouvais que c'était plutôt une manière de renouveler le bocage plutôt très intéressante, quoi. Mm. Mais il faut le faire qu'avec des agriculteurs évidemment qui sont déjà motivés puis qui ont une connaissance, une volonté. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on y vient quand même, hein. On Oui, leur en parle systématiquement et on leur explique que c'est souvent une meilleure technique de laisser l'arbre qui va venir s'implanter plutôt que de nous planter un arbre où on n'est pas sûr d'une bonne reprise, ouais, quoi. Et je ouais. pense qu'on y vient progressivement et c'est des pratiques qu'on va faire évoluer avec les Mm. tests et tout. On va y arriver, moi, je pense. Ouais, c'est bien. Soyez Mm. curieux, innovez, expérimentez, c'est comme ça qu'on avance, je trouve. Par exemple, ça me fait renvoyer à un chercheur qui s'appelle Jean Garbaille, qui est, on va dire, il est en retraite maintenant, mais j'ai suivi une formation avec lui. Et c'est lui qui a encadré notamment Marc-André Sellos, qui on doit beaucoup de livres sur les mycorhizes et les microbiotes en général. Et Jean Garba, il avait fait une expérimentation à Paris. Il y avait des noisetiers de Byzance, des allées de noisetiers de Byzance qui étaient en train de décliner. Et il est allé chercher sous voilà, le même cortège mycorhizien. Il a fait des sondages pédologiques, donc avec des carottes pédologiques. Il en a fait une vingtaine sous un arbre adulte en bonne forme. Et il est allé les inoculer au pied de ces arbres-là. Et au bout de 5 ans, ça a vraiment eu un effet manifeste. Ça a boosté les arbres, quoi. Qui ont retrouvé de la verdure, qui ont retrouvé une vitalité. Et moi, je pense que c'est des voies qui vont aussi, ça rejoint tout ce que vous dites là. Peut-être qu'un jour, on inoculera dans des projets bocagers de la mycorhize pour développer, enfin, pour que ça pousse plus vite, c'est possible, hein. Bonjour, Fabien LTC, salut Mickaël. Oui, c'est Fabien. Juste, je voulais compléter et juste apporter une précision, peut-être même une nuance sur la notion d'épareuse là, sur la régénate assistée. Comme disait le collègue GR100, désolé, j'ai oublié ton prénom, je suis Ouais, arrivé en retard. Gabriel, désolé. Gabriel, excuse. Ouais. L'épareuse, effectivement, ça paraît contradictoire par rapport à ce qu'on essaye de faire passer comme message, mais du coup, dans la régénate, alors nous, pour info, sans trop anticiper de notre côté, on est justement en cours de réflexion et même d'élaboration d'un cahier des charges technique, d'un dossier technique pour justement le proposer, le soumettre à des agriculteurs qui, évidemment, il faut qu'ils soient convaincus et déjà bien motivés dans tout ce qui est préservation du bocage. Mais les pareuses, pour nous, ça intervient
en tout premier lieu de préparation du terrain pour mettre en place ce principe de régénate assisté, en fait, pour info. C'est-à-dire que nous, évidemment, on le propose pas du tout après, ni entre les plans, etc. Mais en tout cas, pour le protocole, on va dire, technique de régénate assisté, nous, on envisage de proposer, même de travailler justement la tête de talus, quoi. Et par contre, les flancs, on n'y touche pas. Et donc du coup, alors j'ai pas en tête précisément l'ensemble du cahier des charges, mais avec l'idée d'installer des micro espaces, des micro habitats de manière assistée, hein. C'est le mot assisté, il a toute son importance, avec notamment des piquets, des cordes en chanvre, tout ça pour essayer que la vie faune vienne s'installer pour favoriser justement ce qu'on appelle la zoochorie, quoi, qui est ce système de transfert de graines, de graines qui véhiculent, qui se déplacent via tout ce qui est moyen animal, quoi. Donc voilà, petite précision par rapport à l'épareuse où nous on travaille le sol en premier pour que justement on prépare ce sol qui soit propice à l'implantation des graines, quoi. Quelle que soit la manière dans laquelle elles vont venir, quoi. La difficulté, c'est la temporalité, quoi. Enfin, vos élus, les agriculteurs avec qui vous travaillez, ils veulent peut-être de l'immédiateté, d'où le fait de planter sur le scénario que tu décris, Fabien. Ça va mettre du temps, ça va mettre 5 ans, 10 ans, peut-être plus. Donc, il faut de la patience et ça, Complètement. c'est pas toujours dans la temporalité politique ou Ouais. agricole. Ouais. Complètement. C'est pour ça, et du coup, que le côté convaincu de l'agriculteur est majeur, parce que du coup, c'est lui qui va être finalement le premier maillon à encadrer cette pratique sur le terrain. Donc, du coup, c'est vrai Mm. que s'il n'est pas convaincu, bah, c'est cuit. Mm. Mais ça paraît quand même, effectivement, en plus les collègues l'ont en tête, et c'est Élise qui a lancé, Élise qui a lancé effectivement la thématique. C'est quelque chose qui émerge quand même petit à petit dans les esprits, parce que c'est vrai que la question de planter un arbre qui est pas du coin, est-ce qu'il va prendre? Bah, c'est vrai que quand ça vient naturellement, c'est la meilleure des plantations, hein, dans l'absolu. Oui, oui. Voilà. Mais donc, petit à petit, ça va émerger. C'est un cahier des charges qui est assez lourd, hein, quand même, aussi bien techniquement que financièrement, hein, parce que entre récolter les graines, trouver des semenciers, le suivi technique autour, euh, comment? Mm. Préparer le sol, effectivement, voilà, ça peut être assez contraignant pour lancer le truc, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle à moyen long terme, quoi. Oui. Et là, comment tu fais? Tu achètes des graines ou tu les récoltes localement? Bah, les deux, ouais, les deux. Les deux, c'est Mm. les deux qui sont en réflexion. Euh, Ça va être achat effectivement de glands, d'autres graines. Parce qu'après le collectage, Oui, c'est c'est du temps. aussi c'est du temps, quoi. C'est du temps, Mm. et puis il faut faut avoir de quoi les stocker et les soumettre à un stress thermique si besoin pour certaines, du tri, enfin voilà. Il y a tout. Après, ça devient presque une compétence en termes de gestion de cette ressource de graines qui est peut-être pas, Mm. dont on dispose peut-être pas nous aussi au sein Mm. des services, quoi. Donc voilà. Mais ce qu'il faut savoir en termes d'histoire, c'est que c'est Hervé, je crois que c'est Hervé Boulère, qui était généticien aux pépinières administratives de Guéméné-Penfao, qui l'avait entendu à une conférence, disait que auparavant, on avait plus d'1 million de kilomètres de haies en Bretagne et la surface forestière, elle était de quelques centaines de milliers d'hectares en Bretagne. Actuellement, on est presque sur un ratio complètement inversé. Enfin, on n'est pas sur 1 million d'hectares, mais il y a beaucoup plus de forêts que de linéaires, de haies bocagères. Et dans la période d'embocagement de la Bretagne,
c'est des ressources génétiques enfin, non, pardon, la période de reboisement de la Bretagne, ça a été beaucoup, les ressources génétiques ont été pris au bocage. Il y a toujours eu des liens entre bocage et forêt, mais avec des ressources locales, en tout cas. Donc, les paysages que l'on voit, il y a eu un va-et-vient entre forêt et bocage. Fabien, j'aurais une question sur, c'est Gabriel, du coup, sur le, comment vous faites avec les pareuses? C'est-à-dire, vous passez un coup des pareuses et vous semez, enfin, dans l'idée, vous semez après. Et Alors, est-ce que ouais. vous repassez un coup de broyeur ou des pareuses, comme font les forestiers, Mm. en forêt domaniale, par exemple? Alors, si tu veux, les pareuses, il faudrait que j'ouvre le cahier des charges là, mais attends. C'est encore en cours d'élaboration, hein, donc du coup, on n'a pas d'expérience de vécu technique là-dessus, hein, tu vois, Ouais. ça va, ça va émerger pas avant saison prochaine, voilà. En tous les cas, ce qu'il en ressort de ce cahier des charges, c'est si il y a les pareuses en tout premier, c'est pour cleaner en termes de volume, tout ce qui est ronces, fougères, Ouais. tout ça, c'est pour faire place nette sur le dessus, entre guillemets. Après, il y a l'idée aussi avec le crochetage. De mémoire, c'est avec un Oui. bras de pelleteuse. Voilà. L'idée, c'est aussi de casser tout ce qui est rhizome de fougère, voilà, sans trop défaire le talus, évidemment, mais sur le dessus, voilà, pour quand même casser la dynamique fougère-ronce, il y a ça. Et prunelier, enfin voilà, toutes ces essences qui sont quand même assez vigoureuses sur du traçage au sol, dans le sol. Et après, travail du sol. Alors, c'est là où du coup, c'est encore un peu affignolé dans le cahier des charges et aussi dans l'appel d'offres du marché, comment les entreprises verraient la chose. C'est un peu l'image de travailler un peu à la motobineuse le dessus, quoi. Et après, on rajoute. Attends, j'ai ma collègue aussi avec qui on parle. Vas-y, Émilie. Ouais. Voilà, donc du coup, on sèmerait tout ce qui est plutôt grosses graines, style gland, 5 cm de profondeur, max, et par-dessus, on rajouterait 10 cm de substrat. Substrat, style terreau composté, là, qui est broyé, tu sais. Voilà, pas de copeaux-plaquettes pour l'instant. Ok. C'est une question copeaux-plaquettes, c'était pas encore acté, c'était plutôt compost. Compost. Donc, tu vois, on rajoute un paillage par-dessus, dont le Ok. mélange est encore à définir, mais c'est plutôt quelque chose d'assez fin, parce que, voilà. Il y a Émilie aussi qui va compléter. Bonjour, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour, bonjour. Pour finir, ouais, si, en fait, donc on mettra la graine les grosses graines, on les enfoncerait à 5 cm. Les petites, on les laisse au flanc du talus, en haut de talus. On mettrait entre 5 et 10 cm de terreau. Et après, si, on met du paillage. Mais le paillage, on veut pas forcément, c'est ce qu'on disait, plus de la paillette, de la plaquette, parce que le paillage, les mulots viendraient assez rapidement bouffer nos graines. Donc c'était ça la question qu'on se posait. Hmm. Voilà. Donc on est encore à l'élaboration de tout ce cahier des charges. Là, on était en réunion là début de semaine là-dessus. Ok. Et du coup, tu vois, pour tout ce qui est micro-habitat, là, on laisserait des îlots tous les 10 mètres. Tous les 10 mètres, en gros, des îlots aussi bien de ronciers sur 2-3 mètres de large pour créer quand même un milieu propice à quand même l'arrivée de tout ce qui est un peu avifaune pour justement un peu ensemencer naturellement via les oiseaux et autres animaux ces espaces-là aussi, quoi. Hmm. Voilà, un petit peu. Mais je pense que ouais, ça peut être une idée une fois qu'on aura finalisé un peu plus ce cahier des charges et qu'on aura un petit peu de retour. Bon là, ça fait un petit peu de temps maintenant, mais
Voilà, pourquoi pas le réévoquer et en reparler ensemble, parce que je pense que c'est vrai que la régénate, ça peut presque être une thématique bien distincte, quoi, entre autres. Ouais. Ou le Ouais, partager sur c'est une voie très Et intéressante. ouais, complètement. Et le partager, effectivement, ouais, comme tu dis, Émilie, le Mm. partager sur le réseau via Charlotte, enfin sur la TBVB, etc. Voilà, voilà. Et ouais, je pensais à la technique des. En fait, quand t'as dit éparus, je pensais à la technique des forestiers qui passent le broyeur après une après une grosse coupe en forêt et qui remontent euh, progressivement le niveau du broyeur euh, tous les hivers ou tous les 2 hivers, quoi, pour Ok, broyer les ronces ok. euh, de, de plus en plus haut, au-dessus de la tête de la régénération naturelle. D'accord, c'est une sorte de taille d'égalisation, quoi. Eh ben, ça permet de maîtriser. Rééclaircir un peu le dessus, peut-être. Ouais, tu maîtrises la ronce. Hmm. Les plants, bah, les racines restent. Alors, tu vas peut-être couper la tête et puis à faire du mal aux jeunes plants, quoi. Mais au final, ils vont quand même rester vivants. Et l'année d'après, ils sont déjà enracinés et ils vont repartir un petit peu plus. Et puis l'année d'après, tu retailles les ronces au-dessus. Peut-être que tu vas encore abîmer un peu de plants, mais ils vont repartir et ils vont encore être enracinés et ils vont finir par traverser les ronces un petit peu mieux que si tu laisses le roncier et qui va en étouffer la plupart. Ouais, Parce tout à que, fait. parce C'est vrai qu'on que, n'a plus les intempéries et les gelées et la neige qu'il y avait auparavant qui tassait les ronces. ouais, ouais. La ronce, on la voit, nous, comme un atout Faux. pour que la régénate, ce soit propice à la régénate, hein. On dit que la ronce, c'est le berceau du chêne, et ça permet notamment de gainer le plan, quoi, entre autres, quoi. Enfin, C'est- c'est notre opinion, après, on dit pas qu'on a raison, hein, Non, non, forcément. mais Mais ça le fait, mais ça peut. je l'ai Mais je pense que c'est constaté sur certains. une question d'équilibre, hein, tu as raison, hein, Ouais. tout est une question d'équilibre, hein, de toute façon, entre guillemets. Mais intervenir un petit peu sur la ronce pour la canaliser sans la dézinguer entièrement. Enfin Mm. voilà, tout ça, c'est des équilibres à trouver pour favoriser au mieux la Puis ça va croissance. dépendre aussi de ce que tu as sur ton talus. Si tu as déjà Tout à fait. des vieux chênes et que tu es entre des vieux chênes et qu'il y a de la ronce en plus, bon bah Mm. le talus il va être asséché, épuisé et puis vachement à l'ombre et du coup ta régénate elle a peu de chances de démarrer, quoi. C'est sûr que sur un talus ou le long d'une clôture où il n'y a plus un arbre, la Ah, clôture ça me fait penser à la clôture parce que bah, ça permet au jet de se percher et du coup de de disséminer les glands quand ils les oublient, quoi. ouais. Ça protège aussi de l'épargne. Je sais pas si je te rejoins sur le côté du gros chêne qui serait un frein. Parce que justement, enfin, alors c'est une opinion, hein, je peux me tromper. J'aurais plutôt dit que c'est plutôt un semencier potentiel hyper intéressant et Oui, que toi, le jet des chênes, tout ça, il en plante tellement lui qu'il il sait plus où il en a mis. oui, bien sûr. Que du coup, j'aurais plus vu le gros pépère comme une pépine, une pouponnière ou enfin, Ah bah, tu vois. c'est une Euh, pouponnière, mais si tu as plusieurs gros pépères qui sont côte à côte, t'auras pas de régénération naturelle Ah oui, entre les c'est deux, quoi. sûr quand oui, Ouais, oui, mais là, oui, typiquement, ça germera pas des masses au ouais. niveau lumière, ouais, c'est sûr. Ouais, Surtout s'il y a de la ronce. mm, c'est vrai, c'est pas faux non plus. Je Ouais, sais pas ce que c'était. t'en Et penses, Michael. continuez, explorez, soyez Tout à curieux. fait, tout à Ah, fait. c'est ça enfin, face aux arbres, je pense que c'est ça l'attitude à avoir. Ouais. Soyez malicieux, pensez comme un arbre, c'est ça la meilleure chose. Bon, on va faire au mieux, Michael, on va faire au mieux. Ouais. Non, non, mais c'est des itinéraires à bâtir, je pense. Alors, pour avoir travaillé à l'Office national des forêts pendant 10-12 ans, les forestiers favorisent plutôt ce qu'on appelle les régénérations naturelles. Donc, à partir de semenciers, parce que c'est plus hasardeux de faire des semis, sauf pour quelques essences comme les pins, par exemple, où là, des semis, c'est le protocole est établi, enfin, l'itinéraire technique est établi. Mais sur les feuillus, c'est pas des choses qui sont pratiquées en forêt de faire des semis artificiels. C'est des semis naturels, voilà. Donc peut-être que dans le bocage, on peut essayer de faire un parallèle, peut-être, ouais. D'essayer de plutôt privilégier des régénérations naturelles. La difficulté, c'est que ça marche
là où il y a du bocage déjà établi et pas là où il y a du bocage à introduire de nouveau. Et je me permets, sans vouloir monopoliser la parole, je suis désolé, je suis arrivé un peu tard par rapport au début de l'intervention, Mickaël, donc peut-être que ça a déjà été évoqué, mais tu parlais de diversité d'essence à un moment donné, là, quand tu étais sur le linéaire de Dinan. Oui. Et je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas blinder 15 essences, tout ça, ça devient une usine à gaz. Juste pour partage d'infos, c'est vrai qu'à LTC, depuis cette année, le cortège a été étoffé et on est monté jusqu'à 8 essences dans la palette choisie, en prenant effectivement en considération bah voilà, les changements climatiques, quoi, hein. Donc chêne Et pubescent, est-ce chêne vert, est-ce cormier, que, allier, enfin tu vois, oui. est-ce que dans ces, est-ce que vous fixez, en fait, faire simple, ça demande de la complexité. C'est-à-dire que plus tu fais un projet avec peu d'essence, plus tu dois être sûr de ce que tu fais, donc de la Oui. compétence. Mmh. Et je pense qu'il faut quand même tendre vers une simplicité si on veut que l'agriculteur s'approprie la haie et la gère ensuite. Et est-ce que tu te donnes un seuil en disant, voilà, on introduit 8 essences, mais on essaie d'en mettre au moins une essence majoritaire à 30 ou 50%? Est-ce que c'est des choses que tu fais? Alors, je réponds, il y a Émilie aussi qui peut compléter, savoir qu'on est plutôt déjà dans la répartition, on est presque 50-50 entre, auget et bourrage. Tu Mhm. vois? Donc par exemple, si on sent qu'un alors et après donc dans les augets, des fois et ben, on peut être une majorité sur du chêne donc mais différents chênes. Enfin, un peu de cécile, un peu de pubescent, enfin voilà, et puis après on part sur des essences, comme tu l'as présenté, je pense, bah, en lien avec le sol, ressources hydriques et cetera, quoi, hein. On s'adapte et après le bourrage, bah, pareil, de toute façon, c'est toujours un échange avec, l'exploitant, hein. C'est parce que c'est Mhm. pour répondre lui à ses exigences, à ses besoins, à la manière dont il va la gérer là, hein. On fait vraiment, au mieux en fonction de lui, de ses exigences et de ses souhaits, quoi. Oui, mais Mais on ne souvent, mettra pas plus. Pardon. Ouais, on mettra Vas-y, pas plus de vas-y. 10% De comment, dit d'essence. exotique, quoi. Ouais, Ouais, exotique, voilà, ouais. on s'est fixé ça. C'est-à-dire pas plus de 10% de entre guillemets, «exotique», quoi. Ou en tout Ok, cas, ok, qui arrive petit à petit sur le Trégor, quoi. Ouais, vas-y, ok. Mickaël. Ouais. Non, non, ça m'amène à deux réflexions. La première, c'est l'agriculteur, lui, il a pas, enfin, il a des connaissances sûrement, mais il n'a pas forcément idée de ce que ça peut donner dans le temps un nouveau projet de haie. Enfin, voilà, c'est pas sa compétence, c'est votre compétence, ça. Et souvent, on doit deviner à demi-mot ce qu'il souhaite, en fait, quoi. Mmh, Comprendre ce qu'il souhaite, c'est plutôt brise-vent ou autre chose. voilà. Et ça, je pense quand même, moi, l'histoire des modèles architecturaux, je pense, c'est peut-être, je vois qu'il y a eu des questions là-dessus, c'est peut-être une piste quand même à explorer. C'est-à-dire que si on veut créer des haies simples, on peut créer de la diversité, c'est-à-dire avoir des essences différentes, mais avoir plutôt des modèles architecturaux qui se rejoignent pour faciliter la gestion de la haie plus tard, Ouais, quoi. je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est effectivement important que tu aies évoqué, bah, les bouquins là, Claude Lemot, Francis Allais et cetera. Alors moi, je fais un petit peu de pro trégorois, hein. Claude Lemot, c'est un bon bouquin. Il y a toi, Mickaël aussi, dans les compétences, là-dessus avec les formations que tu donnes. Mais c'est vrai que je pense que pour un agriculteur dont c'est pas son métier de gérer les arbres, même si les compétences, certains les développent, c'est vrai que l'architecture, le modèle architectural, bah, c'est hyper important déjà nous de le connaître, c'est un peu la base, mais de lui expliquer aussi comment on va pousser cette haie, à moyen long terme et de lui expliquer un peu comment il va devoir intervenir dessus d'une manière durable, puisque quand on passe le lamier à la limite, le modèle architectural, Mhm. c'est un peu annexe. Oui. Mais donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout ce côté pédagogique, qui est fait auprès de l'exploitant, pour répondre au mieux, quoi.
à ses besoins. Mhm. J'aurais une question moi, sur des essences. Est-ce qu'on arrive encore est-ce qu'on peut remettre encore du chêne pédonculé? Parce que par chez nous, c'est quand même une essence qui est censée être majoritaire, mais avec le réchauffement climatique, j'ai toujours peur que ça tienne pas dans le temps. Donc j'ai tendance à privilégier le Cécile, mais ça m'embête parce que c'est aussi peut-être une essence rustique et on peut lui faire confiance visiblement pour réussir à s'adapter un peu ou c'est trop tard? Oui. Euh, oui, on est devant un vide. Non, enfin, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer à travers cet exposé. On manque de connaissances, on ne sait pas trop comment le climat va évoluer. Euh, Moi, je pense que, enfin, vu l'adaptation, on a des chênes pédonculés qui ont 1000 ans en Bretagne, enfin, un chêne pédonculé qui a 1000 ans, ou des chênes largement séculaires autrement. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver, notamment en Ille-et-Vilaine, hein. Moi, j'en aurais planté. Alors après, faut pas aller dans les scénarios à risque où on plante du chêne pédonculé sur des crêtes ou des zones sèches. Mais à partir du moment où on est plutôt dans des fonds de vallée, des sols fertiles, avec une bonne réserve en eau, moi, il faut y aller, il faut planter du chêne pédonculé, ça ne m'effraie pas, hein. Ok, merci. Merci Marion. Et j'ai une question justement pour compléter dans le même sens de Marion, mais sur le châtaignier. Tu Mhm. vois, moi j'ai eu plusieurs retours où quand on me disait ah bah non, on va arrêter de mettre du châtaignier, sécheresse 2022, ils ont pris une grosse claque, là, ça le fait pas, et puis ils vont tous choper le chancre. C'est une question, hein. Est-ce que ça vaut quand même pas le coup de quand même continuer de planter du châtaignier, bien sûr en réfléchissant pour qu'il s'y plaise le mieux, mais parce que est-ce que à ce rythme-là, dans cette réflexion, on fait pas, et ben, on va pas accentuer, bah, la perte du châtaignier sur le territoire, et est-ce que ça serait pas bien de continuer, quand bien même on prend le risque qu'il y ait du chancre, pour continuer cette résilience peut-être, génétique, ou enfin continuer à ce que, bah, il existe quand même quoi, sur le territoire. Moi, ça m'a marqué quand je suis arrivé, tu vois, dans le service, hem, enfin dans le service, dans le métier, que, bah, le châtaignier, était donc, bah, avait bien morflé, avec les coups de chaud, et que c'était Mm. aussi, un peu le la peur du chancre, et donc du coup, fallait plus en planter. Mais est-ce que c'est pas, déjà accentuer sa mort, sa disparition à terme? Idem pour Ouais, le frêne, hein. Moins, beaucoup. Ouais. ouais, le frêne, ouais, le frêne, c'est pire, ouais, c'est encore autre chose, c'est la calarose, on est sûr Ouais, qu'elle le est le là. frêne, c'est pire. Voilà. Je pense que le frêne, c'est cata, c'est pire, ouais. Mm. Ouais, ouais. Comment répondre de manière synthétique à ta question? Il y a une approche génétique à long terme évidente. Par exemple, les arboriculteurs belges, enfin, en tout ce qui est arboriculture ornementale, ils essayent de préserver au maximum les frênes existants. C'est-à-dire, ils sont frappés beaucoup plus fortement que nous par la calarose. On n'est pas encore, nous, à des stades qu'ils sont pour le frêne, et ils essaient de les garder par rapport à la génétique potentielle que ça peut, le fait de garder les frênes, quoi. Euh, du coup, pour le châtaignier, il y a quand même des très belles châtaigneraies dans le Trégor ou dans des grandes vallées bretonnes. Je pense à l'Arguenon, la vallée de la Rance, la vallée du Léguerre aussi. Il y a des belles châtaigneraies. La vallée de Morlaix, les Rias là, de Quimper, Quimperlé, il y a des belles châtaigneraies. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. C'est vraiment une essence plastique très intéressante pour le monde agricole, des boîtes piquées, des bois imputrescibles. Enfin, on peut faire du bois d'œuvre, du bois de chauffage. Enfin, moi, j'aurais continué à en mettre du châtaignier parce que c'est pas aussi, on n'est pas sur des seuils de maladies aussi fortes que la calarose, c'est des foyers, hein. Donc évidemment, si, je sais pas, tu es à Ploubert, tu constates un foyer de chancre sur châtaignier ou d'encre, évidemment, faut pas en planter, mais on- à Plestin-les-Grèves, ça passerait peut-être, par exemple, quoi. Ouais, Mi- je partage, je partage. Mm.
Bonjour. Pour rebondir Ouais. un peu sur la réflexion qui vient d'être donnée, moi je prends l'exemple de l'orme. On a des ormes un peu Ouais. remarquables dans le paysage qui ont pas mal d'âge, etc., qui montrent que eux, ils ont pu résister pendant des décennies, des centenaires peut-être, malgré le fait que leurs congénères Oui. ont tous pris la graphiose et qu'ils ne ressemblent plus à grand-chose dans nos paysages. Ouais. Et donc, derrière, je me pose un peu la réflexion de l'approche où on se base sur vous présentiez un petit peu le cas de différents arbres remarquables qui ont traversé les âges et qui, eux, ont survécu, mais s'ils sont remarquables, c'est notamment parce que, par rapport à d'autres, ils ont une histoire peu commune. Et donc, dans la réflexion de qu'est-ce qu'on doit planter pour plus tard, par exemple, moi, j'aurais du mal à mettre de l'orme, sauf si je sais que ça provient d'ormes qui sont eux-mêmes résistants, peut-être, des choses comme ça. Mais donc, voilà. Je voulais amener ce point-là aussi que dans la réflexion de plantation, euh, on, on sait qu'il y a forcément une part de ce qu'on va planter qui va potentiellement résister à des aléas, etc. Le jeu de choisir les essences, c'est le jeu de la prise de risque, choisir plusieurs essences diversifiées pour réussir à se dire que bah, s'il y en a une qui marche pas bien, ce sera une autre qui marchera plus. Faire jouer sur plusieurs tableaux aussi, quoi. Ouais, l'orme, c'est vraiment une catastrophe de l'avoir perdu, je pense. Il y avait une étude, la première étude des typologies de haies bocagères. J'ai essayé de la chercher, mais je l'ai trop bien rangée. C'est 1972, qui montre les grands types de bocage bretons. Et sur cette cartographie du paysage bocager breton, on voit que Morlaix notamment, enfin en gros tout le trait de côte breton de Saint-Malo jusqu'à Quimper, mais vraiment tout le bord, hein, c'était marqué bocage à Orme. C'est-à-dire que ce qu'ont vu les gens en 1972 sur le trait de côte breton nord, c'est que de l'orme. Et après, un peu plus dans les terres, on avait bocage à chêne ou à orme, ou selon les régions, bocage à hêtre notamment. Mais l'orme était vraiment une essence, c'est hyper intéressant, quoi. C'est une essence qui est, comme le châtaignier, on peut faire, elle est résistante. Et cette graphiose-là nous a fait perdre beaucoup. Et je pense que ce serait pas déconnant de replanter un petit peu d'orme, évidemment. Il ne faut pas mettre que des haies d'orme, c'est pas possible. Après, il existe des variétés d'orme résistantes à la maladie qui ont été développées par l'INRAE, par Jean Prioton, le chercheur. Et donc, c'est replanté à Brest, par exemple. On replante des ormes à Brest, mais c'est des variétés type F1, c'est-à-dire des croisements entre des ormes, et donc la descendance n'est pas stable. Donc, il y a notamment la variété Vada et la variété Lutèce, qui sont deux variétés qui ressemblent étrangement à l'orme de chez nous. Mais en faisant le bocage, je pense que c'est quand même un peu déplacé de mettre ce genre de variété. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Ils sont aussi pas mal branchus. Oui, Euh, surtout le Lutèce, ouais. ouais, Moins le Vada, ouais, moins le ouais. Vada. Ils ont un port qui pourrait déranger les agriculteurs. Voilà, Hmm. surtout les intensifs. Mais nous, sur Couesnon Marche de Bretagne, on en plante quand même un petit peu. Le D'accord. châtaignier, pareil. Et le frêne, moi, je serais d'avis d'en mettre aussi un petit peu, pas forcément des kilomètres, quoi. Et faire attention Hmm. aussi s'il y a des boisements de chêne à proximité pour éviter de risquer de diffuser la calarousse. Mais ouais, je pense qu'il faut pas se priver de l'espoir, quoi. Et Oui, pour rebondir là-dessus, ce que tu disais sur l'historique du bocage, le bocage à orme en bord de mer, sur les bords de Rance, moi j'ai remarqué la dernière fois, que il reste encore pas mal d'ormes, euh, bon, qui sont en train de, résistant. alors résistants, je sais pas, mais je me demande si les embruns les protègent pas un peu. Les embruns, le fait qu'il y ait beaucoup de soleil du fait de la réverbération de la masse d'eau, quoi.
de la Rance. Je sais pas. Hmm. J'ai remarqué ça que sur les bords de Rance, quand on part de Saint-Suliac et qu'on remonte la Rance, il y a une petite promenade là, et il y a quand même pas mal d'ormes. Alors il y en a beaucoup des gros qui sont morts déjà, mais il en reste encore des vivants. Ouais, c'est assez étonnant parce que effectivement, surtout le trait, enfin Saint-Brieuc, à Saint-Paul-de-Léon, on retrouve parfois des ormes qui n'ont pas été atteints par la graphiose et qui sont adultes. Dans la baie de Morlaix aussi, j'en connais. Pourquoi, comment, enfin, on ne sait pas. On sait pas. Mhm. C'est assez mystérieux parce que le principe de cette maladie, c'est que c'est un insecte, un scolyte qui rentre sous l'écorce et qui apporte le champignon Ouais. et qui, l'arbre en réaction, bouche sa tuyauterie et donc on voit que les arbres dépérissent et meurent, mais ils repartent de souche ensuite, quoi. Mhm. Donc, enfin, moi, j'ai un peu de mal à croire que la présence de l'eau ou du vent participe à. C'est des phénomènes qui le dépassent un peu, je pense, quoi. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai il y a des endroits où il reste un orme, un vieil orme. Il y en a aussi pas mal le long du Bélon, la Veine, sur la D'accord. côte du pays de Quimperlé. Ok. Mm. J'essaierai de communiquer à Charlotte la cartographie de 1972. Elle est très très intéressante. C'était un des premiers colloques sur le bocage réalisé par l'Université de Rennes. Ok. Peut-être. Voilà, bon, je crois qu'on Michael, peut. Oui, 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 tu m'entends bien? J'ai très une bien. question par rapport à la vulnérabilité du châtaignier à la sécheresse. Comment on l'explique étant donné que c'est une espèce qui est plutôt originaire du bassin méditerranéen? Ouais, à l'origine, c'est un montagnard méditerranéen. On le retrouve dans les Cévennes. Enfin voilà, et donc il a été introduit. Enfin, il aurait été introduit par les Romains. Donc il y a plus de 2000 ans. D'ailleurs, il y a un universitaire qui a fait une étude sur la phytonomie, on appelle ça, c'est-à-dire la toponymie associée aux plantes, et qui a montré que la Bretagne Sud, enfin surtout le pays de Vannes, était l'endroit où il y avait le plus de phytonymes associés au châtaignier. Il y avait une très forte densité, donc sûrement une présence romaine avérée, quoi. Et donc par rapport à l'exigence, c'est que c'est du châtaignier, c'est quand même une essence qui demande une. Enfin, on trouve pas de châtaigniers dans les Landes, par exemple. Ça demande une richesse minérale enfin, plutôt assez forte, quoi. Enfin, on peut pas le mettre sur des sols trop séchards non plus, quoi. C'est pas possible, quoi. Ou alors on en voit, mais ils ont plutôt un sale port. Voilà, ils sont pas vigoureux comme ça peut l'être plutôt dans des. Moi, je vois des images de châtaigneraies sur les vallées de l'Arguenon, par exemple, où là on voit des choses vigoureuses, mais c'est des sols plutôt frais et fertiles, quoi. Mais ça renvoie encore aux compétences peut-être à avoir, et c'est essentiel pour choisir des essences, quoi. C'est se penser comme un arbre, presque, d'aller connaître les exigences de chaque essence, quoi. On plante pas n'importe quoi, n'importe où, hein. D'où l'idée de projets pour moi plus simples, mais qui renvoient à une connaissance, une compétence autour des hautes écologies des essences, quoi. Très bien. On peut, je sais pas, Charlotte a dû quitter, je pense, le. Non, non, je suis toujours là. Ah oui, Charlotte, ouais. Mm. Oui, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous propose que l'on clôture le webinaire et le temps d'échange. Merci à tous. De toute façon, le webinaire sera en replay. Si